Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. J'espère aussi que vous allez trouver intéressant le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps doivent se souvenir que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur les vraies Mulan, sauf que j'avais vraiment honte de la qualité audio de la vidéo, j'avais pas de micro à l'époque, donc ça résonnait, donc je l'ai passé en privé et là je l'ai retourné en essayant aussi d'améliorer un petit peu le contenu de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi franchement je trouve passionnant l'histoire de la Chine. J'ai eu la chance d'étudier pendant un an à Shanghai, donc du coup j'ai pu me familiariser avec l'histoire de ce pays et écoutez, j'espère pouvoir vous faire découvrir ou redécouvrir trois grandes badass. C'est parti. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet et de parler de nos trois Mulan, une petite contextualisation historique s'impose. Donc, au début de notre histoire, la Chine est aux mains de la dynastie des Ming, ou Ming en français. Et ça depuis 1368. En effet, au milieu du XIVe siècle, la dynastie mongole des Yuan s'est effondrée à cause de plusieurs révoltes paysannes. Et un de ces paysans, qui était pauvre mais très charismatique, Zhou Yuanzhong, va se faire couronner empereur et devenir de facto, sous le nom de règne de Rangwu, le premier empereur Ming. Et la Chine a connu plusieurs âges d'or et la dynastie Ming s'en est un. Déjà, le commerce va exploser. C'est sous la dynastie des Ming, par exemple, que l'industrie de la porcelaine va vraiment prendre son essor et la Chine va même établir des comptoirs commerciaux au sein de royaumes africains. Il peut aussi y avoir une hausse de la population vraiment sans précédent. Il faut dire aussi qu'il y a eu plusieurs réformes agricoles pour rendre l'agriculture plus productive et nourrir tout le monde. Mais bon, tous les âges d'or ont une fin, et au début de notre histoire, donc au XVIIe siècle, l'âge d'or des Ming n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque la dynastie est vraiment à bout de souffle en fait. Il y a énormément de révoltes populaires à cause de famines, d'épidémies, de catastrophes naturelles, et encore, s'il y avait que des menaces internes encore. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des menaces externes, puisque dans le nord du pays, les Mandchous lorgnent avec avidité sur leurs voisins du sud. Et c'est dans ce contexte troublé que va s'illustrer notre première héroïne, Qin Liangyu. Donc Qin naît près de l'actuelle ville de Chongqing, qui alors appartenait au territoire plutôt du Sichuan. Donc elle est le fille d'un haut fonctionnaire qui était très progressiste, puisque pour lui, les filles devaient recevoir la même éducation que les garçons. Donc Qin va recevoir la même éducation que ses frères. Elle va apprendre l'histoire, les classiques littéraires, mais aussi le sport. Donc elle va monter à cheval, elle va apprendre le tir à l'arc et à utiliser des armes et se battre, ce qui va beaucoup lui servir plus tard. Elle va par la suite épouser un gouverneur qui habitait dans l'est de la province, qui lui aussi était progressiste, puisque ça ne le dérangeait pas du tout que sa femme prenne les armes et par exemple l'accompagne dans des expéditions militaires punitives contre justement toutes les insurrections qui menaçaient les Ming. Donc c'est l'amour fou entre les deux et malheureusement le conte de fées va vite s'achever puisque le mari de Qin va contrarier un puissant eunuque à la cour. En fait, il va refuser de lui verser un pot de vin. Donc du coup, l'eunuque va fomenter un complot contre l'époux de Qin, va le faire emprisonner et celui-ci va mourir en détention. Donc Qin avait un fils, mais trop jeune pour récupérer la fonction de son père, et donc Qin va elle-même devenir gouverneur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas chômer. Par exemple, en 1623, Qin et ses hommes vont être appelés par l'empereur pour mater la grosse rébellion Shehan. Donc c'était une rébellion populaire qui va durer 9 ans. Donc Qin, après moultes efforts, va réussir à mater cette rébellion et un an plus tard, en 1630, va vraiment atteindre son zénith, puisque les Mandchous, dont je vous parlais tout à l'heure, ont décidé d'envahir Pékin et d'assiéger la ville. Donc depuis le Sichuan, Qin et ses hommes vont se précipiter jusqu'à Pékin et vont réussir à repousser les Mandchous. Donc forcément, l'empereur Chongzhen, mais il va exprimer une énorme gratitude envers Qin. Il va la nommer marquis. Il va aussi la nommer gardien de l'héritier impérial, ce qui était une fonction mais hyper prestigieuse, et il va même composer des poèmes pour Qin Yuanlu.
Là encore, c'était vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel et jamais femme n'avait eu tant d'honneur de la part d'un empereur. Alors on va laisser Tsin pendant quelque temps profiter des bonnes grâces de l'empereur et on va partir à l'ouest de l'empire, donc au Shanxi, pour nous intéresser à notre deuxième Mulan, Gao Guiyin. Alors, je vous ai parlé des grosses révoltes populaires qui ont agité la fin de la dynastie Ming, et sans conteste, la plus grosse rébellion populaire, la plus grosse révolte, même pratiquement révolution, ça va être celle menée par Li Zichen. Mais c'est pas Li Zichen qui va vraiment nous intéresser, donc c'est son épouse Gao Guiyin. Donc les deux s'étaient rencontrés alors que Li était en exil et là aussi ce fut le coup de foudre et Gao va vraiment s'impliquer au sein de cette révolte. Pour elle c'est simple, les femmes doivent se mêler de la politique, doivent aussi prendre les armes et elle va même créer un bataillon féminin. Donc Gao va accompagner son époux sur les champs de bataille et le couple va vraiment avoir un franc succès. Ils vont arracher aux Mines d'énormes territoires et de facto vont se proclamer empereur et impératrice. Et en 1644, le couple marche sur Pékin. Donc l'empereur Ming est au bout du rouleau, il se suicide. Donc là, Gao Guiying et Li sont là pour le coup les vrais empereurs et impératrices de la Chine. Sauf que la victoire va être de courte durée. Parce que souvenez-vous, les Mandchous là, ils ont mal pris quand même de s'être fait botter les fesses quelques années auparavant. Et ils n'ont pas renoncé à leurs prétentions sur la Chine. Au contraire, c'est juste que ils ont eu la bonne stratégie d'attendre. Ils se sont dit, ok, les Chinois sont en pleine guerre civile, on va les laisser se taper dessus, et une fois qu'ils seront bien affaiblis, on va leur tomber dessus et on va leur piquer leur royaume. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc Li va mourir pendant les combats et Gao Guiyin, elle, va réussir à s'enfuir. Quant aux Mandchous, ils vont prendre possession de Pékin et fonder la dynastie Qin, ou Qing, qui va régner en Chine jusqu'en 1912. Donc autant dire que Gao Guiyin, elle va l'avoir très mauvaise et elle va se faire la promesse d'essayer de nuire autant que possible aux Qin. Donc du coup, elle va s'enfuir et elle va s'allier avec ses anciens ennemis, c'est-à-dire les partisans des Mines. Et jusqu'à sa mort, en 1647, elle va mener des guérillas et des embuscades contre les Qin. Mais quid de Qin Yuanlu, vous allez dire? On l'avait laissée heureuse, là, elle est un petit peu moins heureuse. Disons que quand elle a appris la chute de Pékin, aux mains là, des rebelles, il était trop tard. Ensuite, elle a appris la prise de Pékin par les Qing et elle a fait le choix de rester dans son fief et de le fortifier pour le défendre coûte que coûte contre les Qin. Elle va rationaliser l'agriculture pour essayer d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout va vraiment essayer d'entraîner au mieux ses troupes afin d'avoir l'armée la plus performante possible et jusqu'à sa mort, elle va parvenir à maintenir son fief indépendant des Qin. Et fun fact, sa mort fut vraiment à l'image du personnage puisqu'elle mourut à 70 ans d'une chute de cheval alors qu'elle était en train de passer en revue ses troupes. Donc j'avais dit qu'on parlerait de 3 Mulan et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la troisième. C'est juste que comme il y avait beaucoup de noms propres, beaucoup de dates dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait quand même plus clair de parler de Shen Yunyin, donc notre troisième Mulan, à la fin. Alors Shen, elle a pas mal de points communs avec Qin Yuanyu, sauf qu'elle, elle a vraiment baigné depuis sa naissance dans l'univers militaire puisque son père était un général. Son mari était aussi un général. Et quand son père meurt, n'ayant pas de fils, me semble-t-il, c'est Shen qui reprend son poste et devient elle-même un haut gradé de l'armée. Sauf que contrairement à Qin, quand les troupes de Li Zichen entrèrent dans Pékin, elle était là. Elle faisait partie des soldats qui défendaient l'empereur Ming. Donc Shen va participer âprement au combat pour défendre Pékin. Elle va perdre. Sauf que, contrairement à Qin Yuanyu et Gao Guiyin, elle va pas continuer la lutte contre les Qin. Elle va retourner dans ses terres du Ronan,
où elle va fonder une école d'arts martiaux pour jeunes filles. Donc elle n'a pas non plus choisi une retraite paisible, mais bon, elle savait que ça servait à rien de continuer à lutter contre les Tsin et que bah, mieux valait utiliser son savoir pour le diffuser au maximum de jeunes femmes possible plutôt que bah, d'aller se suicider. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle a dû se dire. Et donc elle va administrer bah, cette école d'arts martiaux jusqu'à sa mort en 1660. Ben alors bien sûr, ces 3000 ânes, ce ne sont pas les seules femmes guerrières qui ont marqué l'histoire de la Chine. L'histoire de la Chine, c'est des milliers d'années, et surtout c'est une civilisation qui a découvert très tôt l'écriture. Du coup, ça a permis à plusieurs noms propres de parcourir les siècles, dont plusieurs noms féminins. On peut penser par exemple à la reine guerrière Khitan du Xe siècle, Xiao Yanyan, ou alors à la chef rebelle du IIe siècle, Lumu. Cependant, on remarque que ces femmes guerrières, elles sont pas très présentes quand la Chine va bien, sûrement du fait de l'influence du confucianisme, qui est quand même une philosophie très misogyne, hein. On peut pas le nier. Mais quand il y a des crises, notamment à la fin de chaque dynastie, c'est là qu'on voit des femmes fortes émerger. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et surtout que trois femmes générales se soient croisées pendant la même guerre, c'est quand même un gros hasard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!